Madame, Monsieur, bonsoir. Le pilote brésilien Ayrton Senna est mort cet après-midi à l'hôpital de Bologne en Italie après un terrible accident au cours du Grand Prix de Saint-Marin. Nous allons bien évidemment consacrer l'essentiel de cette édition à cette information. Nous retracerons la carrière de Senna avec nos invités. Jacques Lafitte qui est en direct de Nevers et aux côtés de notre envoyé spécial à Imola, Lionel Chamoulot, Jean Todt, le patron de l'écurie Ferrari. Ayrton Senna roulait à plus de 300 km à l'heure quand sa voiture est sortie de la piste au même endroit que l'Autrichien Ratzenberger qui s'est tué hier. Yann Lavoie. 14h16, la caméra embarquée dans la voiture de Schumacher est braquée sur la Williams Renault d'Ayrton Senna, lorsque celle-ci, pour des raisons encore inconnues, quitte la piste à près de 260 km/h. Entre l'instant où Senna perd le contrôle de sa voiture et l'instant où il heurte le mur, 1 seconde à peine s'est écoulée. L'impact contre le mur est significatif, le choc a été terrible. Rapidement, le Brésilien est secouru, mais il va rester de longues minutes inanimé dans sa voiture. Toutes ces images sont retransmises en direct dans le stand Williams Renault. C'est la consternation. Lorsque les docteurs extraient Senna de sa voiture, on constate alors que les membres inférieurs du pilote ne sont pas touchés, mais qu'en revanche l'équipe médicale s'emploie à le ranimer. En fait, immédiatement, les docteurs pratiquent une intubation avec ventilation et une mini-trachéotomie. Intervention opérée à même la piste pendant plus d'1 quart d'heure. Lorsqu'il est jugé transportable, il est amené jusqu'à l'hélicoptère. Le pilote est alors dans un coma grave. Lorsqu'il arrive à l'hôpital de Bologne, les médecins constatent des fractures multiples à la base du crâne et des problèmes neurochirurgicaux. À 17h39, son état est jugé dramatique. Peu après 18h, son décès est annoncé officiellement. À 34 ans, Ayrton Senna a été considéré par les professionnels et par les amateurs de Formule 1 comme le plus grand. On l'appelait l'artiste, on l'appelait Magic Senna. Laurent-Frédéric Bollet. 13h52 cet après-midi, Ayrton Senna enfile sa cagoule, le dernier geste avant le drame. 1984, sous la pluie à Monaco, Ayrton da Silva, dit Ayrton Senna, est un inconnu mais se révèle en terminant 2e. Un phénomène est né, une légende aussi. Celle d'un pilote littéralement génial, celle d'un homme froid au cœur chaud, amoureux fou de la vitesse et de ses vertiges. Senna surnommé aussitôt Magic ou E.T., qui empoche son premier Grand Prix à 25 ans, sous la pluie encore. Senna, à cette époque, jeune loup qui se régale des conditions de course extrêmes. C'est la jeunesse d'un pilote derrière lequel perce un destin mondial, mais également une propension à tutoyer le danger. 1989, Japon, accrochage avec Alain Prost. 1990, Japon encore, nouvel accrochage délibéré cette fois avec Prost. La rivalité entre les deux champions atteint un seuil critique. Senna avoue sa culpabilité et prouve une détermination qui flirte souvent avec du mysticisme. D'autres accrochages et accidents jalonnent sa carrière. Senna aime répéter qu'il aime frôler ses limites et celles de sa machine. Certains le considèrent dangereux, il est même condamné une fois par la fédération, mais il est aussi triple champion du monde et son aura ressemble à celle de Jim Clark. Senna, qu'il y a 2 jours en arrivant à Imola, avouait en tout cas son inquiétude, peut-être une prémonition. J'avais de mauvaises sensations pour conduire la voiture et la pousser vers ses limites. Je n'ai pas eu un tour sur lequel je me suis senti vraiment parfaitement à l'aise. Et puis avec tous ces accidents, je n'étais pas vraiment confiant. Senna avait signé cette année pour l'écurie Williams Renault, sans doute la meilleure. On lui promettait un 4e titre de champion du monde, mais un début de saison catastrophique le reléguait au second plan derrière Schumacher. Senna en difficulté cette année, mais Senna qui a écrit quelques-unes parmi les plus belles pages du sport automobile. Il est mort à la façon d'un grand artiste, en pleine représentation, en plein Grand Prix, en pleine gloire, à 34 ans. Nous sommes en direct avec Jacques Lafitte qui se trouve à Nevers. Jacques Lafitte, bonsoir. Vous étiez à Magny-Cours toute la journée. Vous avez couru, je crois, 2 saisons aux côtés d'Ayrton Senna sur les mêmes circuits. Qu'est-ce qui le caractérisait le mieux ? Le caractérisé de Ayrton Senna, c'est d'abord qu'il était 3 fois champion du monde, que c'était un très grand champion, qui a fait sa carrière au début un peu avec moi et qui a très vite monté les échelons du fait de sa compétence et de son talent, et qu'il était un garçon très courageux. On le disait fougueux parfois. Oui, il était comme doit être un pilote de Formule 1, fougueux, attaquant, un peu irraisonné, un peu fou, mais je crois que ce sont les seules qualités qu'on puisse avoir pour réussir en Formule 1. Jamais le monde de la Formule 1 n'avait connu un pareil week-end. L'Autrichien Ratzenberger hier, le Brésilien Senna aujourd'hui.
mais aussi une série d'incidents pendant la course qui ont fait au total 12 blessés dans les stands et dans les tribunes. Pascal Doucet. Oui. Cette roue vient de blesser 3 mécaniciens des écuries Ferrari et Lotus. Elle va poursuivre sa course sur la piste juste avant le passage d'une McLaren. Une seconde plus tôt, elle s'est arrachée de la voiture d'Alboreto qui sortait d'un de ces ravitaillements si critiqués pour leur danger. L'un des mécaniciens est ce soir dans un état critique. Il est alors 16 h et c'en est trop. Trop de drame, trop de peur. Gerhard Berger demande l'arrêt de la course en vain. Il faut dire que depuis l'accident de Senna, 1h30 plus tôt, une certaine panique règne à Imola. Regardez, cette scène se déroule 10 minutes après la neutralisation de la course. On est en train de soigner le Brésilien et la voiture d'Eric Comas est encore en piste. Problème de signalisation, sans doute. Revenons maintenant avant le drame. Premier départ, carambolage entre Pedro Lamy et Gigi Leto. Et déjà, une affaire de roue qui s'envole dans la tribune, celle-ci. Elle fera 4 blessés parmi les spectateurs. Course maudite et week-end maudit. Samedi, c'était l'Autrichien Ratzenberger, un bleu de la F1, qui quittait la route dans le virage Gilles Villeneuve à près de 300 km/h. Il mourra quelques minutes plus tard. Et vendredi, la Jordan de Barrichello s'envolait dans ce qui apparaît aujourd'hui comme un triste présage. Mais lui, au moins, s'en est sorti vivant. Lionel Chamoulot est avec nous en direct du circuit d'Imola. Bonsoir Lionel, vous avez suivi ce Grand Prix de Saint-Marin pendant tout le week-end. Vous m'entendez? Allô? Voilà, une petite difficulté de liaison. Vous m'entendez Lionel? Étienne, oui, je vous reçois Étienne. Vous étiez donc, je disais, sur ce circuit pendant le Grand Prix de Saint-Marin tout le week-end. Est-ce que c'est un circuit, on a vraiment l'impression que c'est un circuit extrêmement dangereux avec cette accumulation d'accidents? Alors, il faut savoir Étienne que effectivement ce circuit d'Imola fait partie des circuits les plus rapides de la saison. Pour vous donner une idée ici, pour faire la pole position, il faut tourner au-dessus de 220 km/h de moyenne. Alors ce qu'on peut noter également, c'est que bien sûr il y a de très très grandes lignes droites. Il y a des courbes qui se prennent aussi très rapidement, notamment la courbe où est sorti Ayrton Senna. Et le problème, c'est que tout le long de ce circuit, eh bien, il y a assez peu d'échappatoires et il y a des murs. Et lorsque vous sortez à 300 ou 320 km/h, comme ça a été le cas hier pour Ratzenberger et aujourd'hui pour Ayrton Senna, eh bien, le choc est frontal parce que le pilote n'a pas le temps de positionner la voiture pour que les roues touchent en premier ou l'arrière de la voiture. Le choc est frontal, ce qui veut dire que l'impact est terrible car l'habitacle des Formule 1 ne se déforme plus, car avec les matériaux composites, maintenant on arrive à faire un cockpit très très solide, mais c'est le corps qui prend tous les jets. Et le problème, c'est qu'au moment du choc, ça a été le cas aujourd'hui pour Ayrton Senna, et bien notamment la tête a tapé tellement fort sur la rigidité de la coque, et bien que malheureusement le Brésilien n'a pas pu résister. Et encore une fois, effectivement, on peut parler de ces problèmes de sécurité, car dans 15 jours, par exemple, eh bien, nous serons à Monaco. Là, c'est un autre style de problème. Les rails sont très très près, il n'y a pas non plus d'échappatoire. Alors évidemment, ça faisait tellement longtemps qu'il n'y avait pas eu d'accident en Formule 1 qu'on pensait que tout avait été résolu, mais maintenant le règlement a un petit peu changé, les voitures sont moins assistées électroniquement, on revient à des choses plus simples, des choses qui sont parfois très simples et qui cassent aussi très simplement, ce qui entraîne ce genre de problème. Oui, Lionel, on avait l'impression en regardant les images qu'il n'y avait pas de protection sur ces murs qui sont dans les courbes des circuits. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Mais écoutez, tout simplement parce qu'il y a environ 1,50 m à 2 mètres d'échappatoire. Une fois que les voitures sortent, eh bien, il n'y a pas de place pour mettre des pneus, car parfois, vous savez qu'au sortir d'une courbe, une voiture peut monter un petit peu sur un vibreur, sur l'herbe, mais il faut laisser un petit peu de place derrière. Et là, il n'y a pas suffisamment de place pour mettre, par exemple, un bac à sable ou pour mettre des pneus. Alors, c'est la conception même du circuit qui pose aujourd'hui un problème, car maintenant, lorsqu'on construit un circuit nouveau, un circuit neuf, eh bien, dans le tracé, dans le dessin de ce circuit, à chaque endroit dangereux, c'est-à-dire là où les pilotes arrivent à très très grande vitesse, eh bien, il y a des échappatoires, il y a des pneus, il y a des bacs à sable, il y a des rails qui arrivent sous l'effet de l'impact parfois à se plier pour amortir un petit peu le choc. Malheureusement, sur ce circuit d'Imola, qui est un circuit traditionnel, un vieux circuit de la Formule 1, il n'y a pas ce genre d'aménagement, et c'est sans doute les questions que vont se poser maintenant et les pilotes, les organisateurs, et puis aussi ceux qui ont en charge de s'occuper de la sécurité, c'est-à-dire la Fédération internationale du sport automobile. Jacques Lafitte, est-ce que vous pensez vous aussi qu'on privilégie désormais le spectacle à la véritable sécurité des pilotes et des spectateurs? On a décidé de différencier les voitures par rapport à une certaine année. Les voitures maintenant, comme l'a dit Lionel Chamoulot, sont très très sûres en conception, mais malheureusement le corps humain ne peut plus
subir les jets imposés par la vitesse en Formule 1. Alors aujourd'hui, soit il faut refaire des circuits, soit je crois le plus simple, c'est demander à la fédération, aux constructeurs de faire des voitures beaucoup moins rapides en jet, c'est-à-dire diminuer l'aérodynamique des voitures. Alors c'est pas facile à faire, ça se fera pas en 10 jours, mais je crois qu'il est temps aujourd'hui pour la fédération et les pilotes de se pencher sur le problème parce que l'avertissement est très sévère et il y a deux pilotes qui sont morts aujourd'hui. Alain Prost disait que le dialogue était complètement coupé avec les autorités de l'automobile au niveau international. Bien sûr, comme d'habitude, les pilotes n'ont pas trop droit au chapitre, mais je crois qu'aujourd'hui, après ce qui vient de se passer, Ayrton Senna, l'Autrichien, je pense que les pilotes vont avoir un mot à dire et je crois même les constructeurs parce qu'on ne peut pas... c'est un sport, c'est aussi un spectacle, mais on ne doit pas mourir pour ce spectacle-là et surtout pour ce sport. Je vous propose d'écouter maintenant la réaction de Jean Todt, qui est actuellement le patron de l'écurie Ferrari. Jean Todt qui répondait à Lionel Chamoulot il y a quelques minutes et qui parle, lui, de fatalité. Non, je crois effectivement qu'on peut parler de fatalité ce soir. Ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu d'accident de cette violence avec de telles conséquences en Formule 1. En fait, on avait perdu l'habitude d'accidents mortels il y a effectivement un certain nombre d'années. Qu'on a fait d'énormes progrès avec les voitures, aussi bien dans la tenue des monocoques, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi l'habitacle de survie du pilote, et puis également avec la sécurité sur les circuits. Et puis là, il se trouve qu'entre vendredi, samedi, dimanche, il y a eu 3 accidents très graves, qui s'est bien terminé pour Barrichello, et puis 2 qui se terminent d'une manière catastrophique pour Ratzenberger et Senna. Alors vous parlez de la sécurité du circuit ici. Voilà, Lionel Chamoulot, vous êtes toujours en direct avec nous d'Imola. Oui, je voulais vous demander tout à l'heure, mais la liaison était mauvaise, quelle a été la réaction des pilotes dans les stands et des mécaniciens dans les stands quand ils ont appris la mort d'Ayrton Senna? Vous imaginez bien que tout le monde était complètement atterré, personne ne croyait vraiment à cette nouvelle. J'ai croisé beaucoup de pilotes qui étaient complètement hagards et les yeux embués. Jean Alesi notamment me disait, écoute, je ne sais pas quoi dire, je n'y crois pas, je préfère ne pas en parler, ne pas y penser, c'est tellement terrible. Vous imaginez bien que c'est vrai que hier Ratzenberger s'est tué, c'est un pilote qu'on ne connaissait pas, c'était une toute nouvelle écurie, on se disait, tiens, il y avait peut-être un petit problème de sécurité dans cette nouvelle écurie, mais on s'est rendu compte aujourd'hui que ça pouvait arriver à l'écurie championne du monde, au pilote le plus prestigieux encore en exercice, et tout le monde était complètement atterré. Vous savez qu'on parle souvent de fatalité, on se dit c'est peut-être la loi des séries, et très souvent les sportifs essaient d'évacuer le mauvais sort en n'y pensant pas trop, mais je pense que ce soir, tout le monde pensera très très fort à Ayrton Senna, et tout le monde se dira peut-être qu'il faut de toute façon continuer à courir, continuer pour la passion automobile, mais pas dans n'importe quelles conditions. Et il faudra bien arriver à trouver des solutions pour que ce spectacle ne soit pas un spectacle qui amène jusqu'à la mort des pilotes en direct. Jacques Lafitte, vous avez vous-même, je crois, été victime d'un accident extrêmement grave, moment auquel vous avez décidé d'arrêter la compétition. Qu'est-ce que l'on ressent dans ces cas-là, quand on a un accident ou même quand un pilote décède et qu'on est dans la même course que lui? En général, quand j'étais pilote et qu'il y avait un accident très grave, il y en a eu beaucoup malheureusement, on se sent toujours beaucoup plus fort que le voisin et on pense que ça ne peut arriver qu'aux autres et qu'on est plus balèze que l'autre. Mais on s'est aperçu avec Ratzenberger et Senna que ça peut aussi arriver aux meilleurs et c'est bien là le problème, je veux dire, qu'il faut se poser aujourd'hui. Comment on va faire pour établir un semblant de sécurité en Formule 1 parce que ça peut arriver demain matin, après-demain. Il y a eu trop eu de pépins depuis 5-6 mois. Donc on est arrivé à un point de non-retour. Il y a une échéance et il faut absolument que les pilotes et la fédération s'en occupent. Ayrton Senna est le 23e pilote à se tuer sur un circuit automobile depuis la création des épreuves de Formule 1. Thierry Curté. Comme Senna, il était le chouchou du public. Comme Senna, il est mort en pleine gloire. Gilles Villeneuve se tue lors des essais en Belgique. Sa Ferrari vient de heurter la Renault. Sa voiture se désintègre. Gilles Villeneuve est éjecté de l'habitacle. Départ du Grand Prix d'Italie en 78. Au milieu du peloton, plusieurs voitures s'accrochent. Les réservoirs gavés d'essence éclatent. C'est l'incendie. Ronnie Peterson, Pereira brûlé. Le feu encore au Grand Prix de Monaco. L'Italien Lorenzo Bandini percute le rail. Lui aussi, Pereira brûlé. Le feu toujours, mais pour un miraculé. Niki Lauda perd le contrôle de sa Ferrari. Il recevra l'extrême onction, mais il s'en sortira, lui. Jacques Lafitte, qu'est-ce qui peut décider un pilote, en voyant des images aussi terribles que celles que l'on a vues aujourd'hui, à remonter dans sa voiture dans les jours qui suivent? Une passion, simplement? Je crois que c'est la passion de tous les sportifs et que
Vous savez, aussi bien Senna que Ratzenberger que les autres ont choisi de faire un métier. Tout le monde sait que notre métier est un métier très dangereux. On l'accepte. Mais il est vrai que par moment, casser une pièce mécanique et sortir de la route, c'est une acceptation qui n'est pas toujours facile à avaler parce que se planter, se tuer de sa faute. Mais là, franchement, tous les accidents que nous avons vus pendant ce week-end n'ont rien à voir avec la qualité du pilote. C'est simplement un problème mécanique. L'un, c'est son aileron. Senna doit être une crevaison lente ou alors un bris mécanique d'une suspension. Le pauvre Barrichello qui s'en est bien sorti, c'était une crevaison, je crois. Donc vous voyez bien que c'est pas l'erreur du pilote. Les pilotes, on n'est pas des fous comme on dit. On sait exactement où l'on en est et ce que l'on fait. Mais on accepte cet incident mécanique, mais il y en a trop, quoi, je veux dire. Image dérisoire, et ce sera la dernière. Ce Grand Prix de Saint-Marin a été remporté par l'Allemand Michael Schumacher. Les pilotes ont décidé de se réunir vendredi à Monaco pour faire des propositions à la Fédération internationale automobile. Propositions en matière de sécurité. Voilà, vous voyez ici l'image de l'Allemand Michael Schumacher. Jacques Lafitte, un dernier mot. Alain Prost disait lui aussi, il a été souvent le concurrent d'Ayrton Senna dans beaucoup de compétitions, disait aussi qu'Ayrton Senna était véritablement un très très grand champion. Oui, c'était certainement un des plus grands champions de la décennie. Il y a eu Prost, il y a eu Clark, Lauda, Prost et maintenant Senna. C'est un grand champion qui vient de disparaître et on doit se poser la question, je me répète, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de drame? Vous pensez qu'il aurait fallu arrêter cette course quand il y a eu cet accident hier et puis maintenant aujourd'hui l'accident d'Ayrton Senna? Non, parce qu'il faut pas. Bon, c'est vrai qu'il y a la fatalité, il y a la loi des séries, mais on peut pas arrêter un spectacle parce qu'il y a un problème mécanique sur une voiture. Il faut savoir que ce métier est dangereux, que la course est un métier très dangereux. On en accepte les risques, les constructeurs, les pilotes, les sponsors, tout le monde. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut quand même se poser la question, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Voilà. Moi, je pose cette question. Ayrton Senna disait hier ou il y a 48 heures, je crois qu'il avait un espèce de pressentiment. Est-ce que vous ressentez parfois un danger avant une course, un danger particulier? Vous savez, j'ai vu l'accident de Barrichello vendredi en regardant les essais. J'ai vu l'accident d'hier de Ratzenberger et je me suis dit, et j'étais avec des copains, on a dit tiens regarde, c'est la série. Et moi je me souviens qu'à l'époque, ça s'est toujours passé comme ça et que je dis il faut que tu fasses gaffe là, ce week-end parce qu'il y en a trop, quoi, je veux dire. Mais la course est invraisemblable. Il se passe rien pendant 10 ans et d'un seul coup tout tombe. Mais c'est peut-être un rappel nécessaire pour faire comprendre aux gens qu'il faut changer quelque chose. Lionel Chamoulot, Ayrton Senna avait parlé il y a 48 heures effectivement de ce mauvais pressentiment, de ce mauvais feeling, comme disent les spécialistes, qu'il avait ressenti après l'accident de son compatriote Barrichello. Oui, ça l'avait particulièrement touché parce que Barrichello est un jeune pilote brésilien qui est né à Sao Paulo. Donc Ayrton Senna était aussi de Sao Paulo et il croyait beaucoup au talent de ce jeune pilote. Ayrton Senna, justement, vendredi, on l'avait rencontré juste après la séance d'essai. Il avait réussi le meilleur temps. Et justement, il disait qu'il y avait quelque chose qui ne lui convenait pas. Il trouvait que la piste était changeante, qu'il y avait de la poussière à cause du vent qui amenait le sable sur cette piste, qu'il y avait à son goût beaucoup trop d'accidents. Il y a eu celui de Barrichello, le plus spectaculaire, mais il y a au moins 5 ou 6 voitures qui sont parties en tête à queue, qui sont allées dans les bacs à sable, qui ont tapé un petit peu le mur. On n'en a pas parlé parce que c'était pas de très très graves accidents, mais c'était quand même étonnant de voir à quel point, même lui d'ailleurs avait été surpris au freinage de Tosa, il était parti en tête à queue, ainsi que Michael Schumacher. Donc les pilotes les plus en vue avaient eu des problèmes. Et au moment de cette interview, après les essais, il semblait un petit peu marqué, il était pâle, il était blanc, et on avait commencé l'interview et il n'arrivait pas à parler de Barrichello, il avait préféré se relaxer un petit peu, se changer avant d'accepter l'interview. Et puis hier, c'est lui qui est allé, lorsque Ratzenberger a été victime de cet accident mortel, c'est lui, au nom du pilote, qui est allé sur place se rendre compte de ce qui s'était passé. Et lorsqu'il a appris que le pilote autrichien était mort, eh bien, il a décidé de ne pas prendre part aux essais. Il ne pensait plus du tout à la pole position. Il a quitté le circuit juste après l'annonce de cette nouvelle. Et donc, c'est vrai que ce pressentiment, ce mauvais sentiment en tout cas, eh bien, habitait Ayrton Senna, lui qui croyait beaucoup au ciel, qui s'en remettait souvent à Dieu lorsqu'il parlait de sa carrière et de sa façon de conduire. Eh bien, sans doute qu'il avait peut-être quelque chose au fond de lui qui lui faisait un petit signe du destin, malheureusement. Lionel, vous qui étiez à Imola donc tout le week-end, vous avez l'impression qu'avec la mort de cette star tellement immense dans le milieu de la Formule 1, il y a une fracture qui vient de s'opérer ou que les choses vont finalement redémarrer dans quelques jours, dans quelques semaines, un petit peu comme avant, je dirais?
lorsque l'on parle comme cela à chaud, vraiment, on est tellement marqué qu'on peut se dire qu'il y a toute une génération qui est partie car Nelson Piquet a arrêté de conduire en Formule 1, Nigel Mansell a choisi d'aller courir aux États-Unis, Alain Prost a pris sa retraite, Ayrton Senna, le dernier des 4 grands des années 80-90, eh bien, n'est plus là. On a l'impression effectivement que d'un seul coup, la Formule 1 a perdu toutes ces têtes, toutes ces stars. Mais je pense qu'il va falloir continuer car il y a de jeunes talents qui arrivent et qui, je pense, sauront s'inspirer de ce qui est arrivé à leurs aînés. Car même si pendant une douzaine d'années, il n'y a pas eu d'accident mortel en course, eh bien, on se souvient, bien sûr, on en parlait tout à l'heure avec tous ces accidents, on se souvient que ce sport a toujours été très dangereux. Je pense que Bernie Ecclestone, le président de la FOCA, qui gère l'image de la Formule 1 ainsi que les intérêts de la Formule 1, eh bien, saura réagir avec Max Mosley, le président de la Fédération internationale, pour que justement, en Mondiovision, on n'assiste plus à des drames tels que ceux qu'on a vécu ce week-end ici à Imola. Merci beaucoup Lionel. Peut-être une dernière intervention de Jacques Lafitte. Jacques Lafitte, on a véritablement l'impression quand l'on voit ces images que la mort de ces pilotes et le spectacle que procure la Formule 1 ne sont pas véritablement compatibles. C'est pas compatible, mais malheureusement c'est la loi. Un pilote prend des risques, un pilote se tue, mais vous savez très bien comme moi, Lionel Chapot le disait tout à l'heure, le spectacle va continuer, le sport automobile continuera avec ou sans Senna. Mais c'est une grande tristesse pour nous ce soir parce qu'on vient de perdre 2 champions. Et c'est un lourd tribut à la course automobile que le sport automobile vient de donner à la vie de ces 2 garçons. Et moi, je considère que, évidemment, la Formule 1 continuera, mais sans engager de polémique. Il faut maintenant que Ecclestone et toute la clique se mettent en rapport avec les pilotes et la fédération pour trouver une solution pour éviter ce genre de drame en Mondiovision, comme le disait Lionel Chamoulot. Merci beaucoup Jacques Lafitte. Merci Lionel d'avoir été en direct depuis Imola. Voilà donc ce que nous pouvions dire ce soir sur la mort d'Ayrton Senna. Je vous rappelle qu'il avait 34 ans, qu'il avait été 3 fois champion du monde de Formule 1, que c'était une immense star. L'actualité à l'étranger maintenant avec l'Afrique du Sud. Dans un instant, nous serons en direct avec l'un des hommes qui symbolise sans doute le mieux les efforts menés depuis des dizaines d'années pour construire la démocratie dans le pays. Monseigneur Desmond Tutu, prix Nobel de la paix en 1984, est avec nous ce soir en direct du Cap. Le dépouillement se poursuit. Le parti de Nelson Mandela obtiendrait 54% des voix, d'après les premières estimations. Bernard Lebrun et Alain Sainz sont en Afrique du Sud. Le poids de la démocratie, blanc et noir transportant les urnes, sous la haute vigilance de l'armée qui garantit la protection des suffrages populaires. L'image ordinaire de la journée en Afrique du Sud, une image impensable il y a encore 4 ans, l'histoire en marche. Durant la campagne, Nelson Mandela avait promis du travail à son peuple. Il en a dès aujourd'hui. Un travail énorme dont jaillira sa liberté. Dépouiller un à un 23 700 000 bulletins. En plus des scrutateurs, chaque parti politique a sur place son représentant. Sa mission, vérifier de visu le résultat annoncé. En retrait, les observateurs internationaux. J'ai le sentiment que c'est très compliqué, mais je pense que ça doit être comme ça parce que nous savons que c'est la première élection démocratique dans ce pays. C'est très compliqué. Ça ne va pas terminer ce soir parce qu'il y a les procédures là, chaque parti contrôle même les petits détails là. Donc je pense aussi qu'il n'y a pas de confiance entre les partis concurrents. Donc, et ils contrôlent les petits détails. Retenus derrière les vitres, les médias comme le public n'ont pas accès à la salle. Mais pas besoin de son, on lit le nom du gagnant sur les lèvres, ANC. ANC. L'African National Congress de Nelson Mandela vole vers la victoire. 54% des 3 millions de bulletins dépouillés, 33% pour le président de Klerk. Ce ne sont que des tendances et les scrutateurs sont déjà fatigués. En milieu d'après-midi, la commission électorale a fait appel à de nouveaux bénévoles pour accélérer les opérations. L'objectif est simple, achever le dépouillement ce soir à minuit. L'Afrique du Sud est impatiente de connaître le résultat de ces élections. Il en va de son avenir et de sa sécurité. Monseigneur Desmond Tutu, bonsoir, vous m'entendez bien? Good evening, yes. Oui, tout à fait, bonsoir. Je voudrais avoir votre première impression sur ces premiers résultats qui nous parviennent d'Afrique du Sud. Ces résultats indiquent ce que beaucoup attendaient, à savoir une victoire tout à fait nette en faveur de l'ANC.
dans certaines régions du pays, il semble que le Parti nationaliste, notamment dans la province du Cap, va remporter les élections. Mais c'est une aberration. Est-ce que vous considérez, Monseigneur, que votre travail désormais, votre combat pour la paix est terminé? Écoutez, c'est une étape fondamentale, c'est une victoire incroyable, extraordinaire de notre peuple tout entier. C'est une victoire de la démocratie, c'est une victoire pour l'Afrique du Sud. Et merci, grand merci à tous nos amis qui vivent en France, qui nous ont appuyés dans nos luttes. Est-ce que vous allez vous engager politiquement ou est-ce que vous souhaitez rester en quelque sorte une forme de médiateur dans cette nouvelle Afrique du Sud? Non, nous sommes toujours engagés politiquement, mais nous ne sommes pas alignés sur un parti. Nous serons là pour faire en sorte que le nouveau gouvernement se fasse l'interprète des pauvres et de ceux qui sont sans abri. Mais si l'on vous proposait, par exemple, un poste dans un futur gouvernement, est-ce que vous l'accepteriez? Non, certainement pas. J'ai dit précédemment que je n'avais pas d'ambition politique, mais de toute façon, je ne suis pas assez intelligent pour être homme politique. Vous êtes extrêmement modeste, Monseigneur. On vous a vu l'autre jour, au moment du vote, sauter de joie en disant « c'est formidable, c'est formidable ». Est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été les épreuves les plus dures que vous avez vécues au cours de ces 20, de ces 30 dernières années dans ce combat pour la démocratie? It was seeing both the perpetrator of injustice and the victim. L'épreuve la plus pénible, c'était la déshumanisation de ceux qui étaient victimes de leurs bourreaux. Tout cela a duré fort longtemps et pendant très longtemps, les ressources de mon beau pays, de ce pays si riche, ont été gaspillées et ont été affectées à des destinations tout à fait contre nature. Beaucoup de gens ont vu leur niveau de vie baisser et maintenant nous voyons une libération remarquable pour les Noirs aussi bien que pour les Blancs. Nous sommes tous maintenant fiers d'être des Africains du Sud. Et la seule question qui se pose, c'est de savoir pourquoi avons-nous attendu si longtemps? Pourquoi avons-nous perdu tant de personnalités extraordinaires que Dieu nous a données? Mais ces richesses précisément dont vous parliez, Monseigneur, est-ce que vous pensez que les Blancs vont les partager facilement avec les Noirs? Oh, they are aware that écoutez, ils savent parfaitement qu'il est infiniment préférable pour eux de réduire un tout petit peu leur niveau de vie, de partager le reste. S'ils ne partagent pas leur richesse, ils risquent de perdre tout. Nous ne voulons pas dépouiller les Blancs. Nous voulons simplement définir la façon de partager les richesses de notre pays, de les partager d'une façon plus équitable. Comment aider les enfants noirs pour qu'ils puissent améliorer leur niveau d'éducation, non seulement pour eux-mêmes, mais pour le pays également, dont ils sont une ressource. Comment améliorer la santé publique, comment dispenser des soins à tous et surtout aux plus pauvres, pas seulement pour et à cause des pauvres, mais pour le pays. Imaginez une épidémie de choléra qui éclate parmi le noir. Eh bien, cette épidémie ne va pas se limiter aux zones où habitent les noirs, elle va se propager ailleurs, là où habitent les blancs. Donc, dans notre intérêt bien compris, il faudra travailler pour le bien de tous. Merci beaucoup, Monseigneur Desmond Tutu, d'avoir été en direct avec nous depuis le Cap. Donc, je vous rappelle que les résultats officiels de ces premières élections multiraciales en Afrique du Sud
devrait être connu demain soir ou mardi matin. Les Rwandais, eux, ne votent pas, ils fuient leur pays le plus vite possible pour échapper à la guerre, un exode de plusieurs centaines de milliers de personnes dans des conditions terribles. Gérard Beaufils. Hommes, femmes, enfants, vieillards sont sur les routes de l'exode avec seulement pour bagage un maigre baluchon. Des dizaines de milliers de Rwandais tentent de fuir actuellement leur pays où massacres et exactions se poursuivent. Pour toutes ces victimes de la purification ethnique et de la guerre civile qui fait rage, le seul salut se trouve dans la fuite vers les pays voisins, le Zaïre, le Burundi et la Tanzanie. Il s'agit là peut-être du plus grand déplacement de population de toute l'histoire. Hier, 100 000 personnes ont pu franchir la frontière avec la Tanzanie après avoir abandonné les armes qu'ils transportaient pour se défendre contre les pillards qui n'hésitent pas à jeter femmes et enfants dans les marigots après les avoir détroussés. Aujourd'hui, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont bloquées par les rebelles rwandais qui ont fermé la frontière avec la Tanzanie. En dépit des efforts de l'armée pour les protéger, ces réfugiés sont en danger de mort. Et de plus, les organisations humanitaires annoncent que leurs stocks d'eau et de nourriture seront épuisés dans 4 à 5 jours. Au Proche-Orient, le gouvernement israélien a désigné son Premier ministre, Yitzhak Rabin, pour signer mercredi au Caire l'accord d'autonomie avec les Palestiniens. Et puis en Bosnie, les casques bleus ont à nouveau été visés par des tirs d'artillerie serbe près de Goražde. Par ailleurs, 2 journalistes américains ont été tués aujourd'hui. Ils ont sauté sur une mine près de Mostar. L'amiral Langsad, le chef d'état-major des armées, était aujourd'hui à Sarajevo. Il y a un an, Pierre Bérégovoy décidait de mettre fin à ses jours. Dans l'hommage qu'il lui a rendu aujourd'hui à Nevers, le président de la République, François Mitterrand, a eu cette phrase « Pierre Bérégovoy manque à la France ». À Nevers, Guylaine Chenu, Yves Barbe. Avec quelques notes de musique, la ville de Nevers a voulu se souvenir de son ancien maire. Le Stabat Mater de Francis Poulenc s'élève, une musique choisie parce que moderne, recueillie et lumineuse. Un an après la mort de Pierre Bérégovoy, reste ici le chagrin et parfois des rancœurs. C'était quelqu'un, on a perdu gros, il restera toujours gravé dans notre cœur et notre esprit. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute pour savoir si c'était injuste ou pas injuste. Je crois qu'aujourd'hui, les gens sont convaincus que ceux qui ont pu en dire du mal se sont trompés et ceux qui en ont dit du bien ont eu raison. Dans la matinée, au cimetière, défilé du souvenir avec ses amis syndicalistes, élus locaux de Nevers et de toute la Nièvre. Autour de la famille, François Mitterrand, venu saluer seul la mémoire de son ancien Premier ministre. Une famille de gauche qui veut faire taire les polémiques de ces derniers jours et montrer son union, mais la réconciliation est plus affichée que naturelle. L'important, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est finalement le rassemblement autour de Pierre Bérégovoy en présence du chef de l'État. Et je crois qu'aujourd'hui, tout cela est oublié. Et pour preuve, une photo, François Mitterrand aux côtés de tous les dirigeants du Parti socialiste pour mettre fin aux tensions entre l'Élysée et le parti. Une union que le président a appelée de ses voeux, cette fois devant un parterre d'amis politiques. Nous sommes là réunis et nous avons peut-être besoin de communier un instant, au-delà de tout le reste qui ne compte pas, pour sentir notre unité, ce qui nous réunit, ce qui fait de nous, tous ici, une famille élargie. Une journée où les hommages se sont succédés, comme ici, des fleurs et quelques brins de muguet déposés au bord d'un canal où Pierre Bérégovoy s'est donné la mort il y a un an. Au centre de ce week-end politique du 1er mai, un grand thème, l'emploi. La gauche y consacrait ses assises à Rennes hier. Et à Port-Marly aujourd'hui, Philippe Séguin, devant les responsables du RPR, a proposé un référendum sur l'emploi. Véronique Saint-Olive et Frédéric Delarue. Il y a un an, Philippe Séguin jetait un pavé dans la mare en dénonçant à propos du chômage un Munich social. Aujourd'hui, Jacques Chirac reprend l'idée. La lutte contre le chômage sera bien au cœur du débat présidentiel. Alors, Philippe Séguin charge de nouveau en éclaireur. Par opposition à Édouard Balladur, qui évoque les blocages de la société, il fixe de nouvelles perspectives. Oui ou non, sommes-nous capables de concevoir et de mettre en chantier une société garantissant la pleine activité, donc l'exclusion zéro? Et devant des militants tout acquis, Philippe Séguin propose alors au présidentiable Jacques Chirac d'associer tous les Français à cette bataille-là. Alors je ne vois qu'un moyen pour fonder les réorientations qui s'imposent à terme. Le référendum. Et plus précisément un référendum sur l'activité. L'esprit gaulliste soufflait, Jacques Chirac pouvait attiser la flamme. Il n'est pas trop de dire que la France a besoin d'un nouveau souffle.
et d'un souffle qui soit gaulliste. C'était aussi le jour du muguet. Jacques Chirac a donc distribué les fleurs, un bouquet pour Alain Juppé, un bouquet pour Philippe Séguin. Il faut bien cela, la campagne présidentielle s'annonce rude. Jean-Marie Le Pen et ses troupes avaient, eux, choisi pour la traditionnelle fête de Jeanne d'Arc d'engager une nouvelle fois la bataille contre l'Europe de Maastricht. Plusieurs milliers de militants du Front National se sont rassemblés place du Palais Royal pour écouter le discours de leur président sur le thème « Contre l'Europe de Maastricht, allez la France ». Quant aux syndicats, ils ont fêté, eux, leur 1er mai ensemble en province, mais en ordre dispersé à Paris, où seule la CGT a défilé. Frédéric Crotat. Je viens tous les ans, c'est tout. Je fais le 1er mai comme tout le monde, c'est tout. S'ils ne veulent pas l'union, c'est pas de ma faute. On a du mal à se souvenir de la dernière manifestation unitaire, mais qu'importe, la seule CGT, fidèle à la tradition, a réuni entre 15 et 20 000 personnes entre République et Nation. Il faut dire qu'une trentaine d'organisations moins importantes s'étaient jointes au défilé, slogan contre le chômage et l'exclusion, inquiétude de la CGT quant à l'avenir de la protection sociale. Plusieurs projets sont aujourd'hui en préparation par le gouvernement. Ils débouchent et ils traduisent tous une même volonté, soumettre la protection sociale à la loi de la rentabilité financière. La CGT annonce sur ce thème l'organisation dès aujourd'hui d'un vaste débat national par le biais d'une pétition. Elle a par ailleurs réaffirmé son attachement à la réduction du temps de travail sans réduction de salaire. Pour gagner cette bataille de l'emploi, un peu partout à travers la France, des personnes au chômage ont entamé une grande marche vers Paris où une manifestation nationale aura lieu le 28 mai prochain. Renaud Fessaguet et Christophe Vignal sont allés à Lyon à la rencontre d'un groupe de chômeurs partis il y a 3 semaines de Toulon. Nous ne voulons pas la charité, nous voulons des droits. Travaillez moins pour travailler tous. Tous ensemble, marchons jusqu'à Paris. C'est une nouvelle croisade, une croisade des temps de crise. Depuis 3 semaines, une soixantaine de chômeurs et de SDF toulonnais ont pris la route, à pied, pour rejoindre Paris le 28 mai prochain, pour protester contre le chômage et l'exclusion. J'en ai marre d'être oisif, j'en ai marre d'être en fin de droit. J'ai refusé le RMI depuis juillet l'année dernière. C'est une révolte individuelle, c'est ma dernière dignité. Et je suis là par solidarité, parce que j'ai un fils qui est au chômage, et puis que finalement je pointe aux acéliques. Et que je pense qu'il y a aussi protester contre tout le gâchis des anciens dans les boîtes qui sont éliminés, parce que déjà trop vieux à 55 ans. Avant d'arriver à Lyon, les marcheurs ont progressé par petites étapes de 30 km par jour, le long de la Nationale 7. Partout ou presque, ils ont trouvé des mairies qui ouvraient leurs portes, des syndicats qui nourrissaient. Ça va toi? Ça marche? Midi, halte repas sous les frondaisons, l'occasion de faire le point sur la situation de chacun. Exemple Didier, ancien maquettiste dans l'imprimerie. Pendant la marche, je m'arrête, je consacre 1 heure ou 2 à une recherche d'emploi effective. Mais pour l'instant, il n'y a eu aucune réponse. La marche, c'est justement destiné à ce qu'à travers les villes, à travers la France, on dise à tout le monde, bon écoutez, arrêtons, on prend les choses ensemble, rencontrons-nous, débattons, agissons ensemble contre le chômage. La caravane des Toulonnais paraîtra dérisoire à beaucoup, mais c'est aussi à coup de petits riens que se fissure le mur de l'indifférence. Aucune des informations de ce week-end ne sera à la une demain du journal Sud-Ouest, le 2e quotidien français qui emploie près de 1200 personnes, est confronté au plus grave conflit de son histoire. La direction s'oppose aux syndicats de l'entreprise et a décidé par mesure conservatoire de fermer l'établissement, donc pas de Sud-Ouest demain dans vos kiosques. Depuis hier, une ville en France a perdu la tête pour célébrer la naissance vendredi prochain du tunnel sous la Manche. Les habitants de Calais font la bringue. Louis Carzou, Philippe Turpot. Calais, c'est Calais. Ça reste Calais. Peut-être, mais depuis 48 heures, Calais est une étrange cité, où les enfants n'ont plus peur des chauves-souris ni du feu, où les engins de chantier se prennent pour des majorettes. Bref, de quoi tourner la tête aux filles et aux fils des bourgeois éternels. Trouvé sur tous les véhicules, il était super gros. Super gros, c'était le minimum pour creuser The Tunnel. Et pour que Calaisiennes et Calaisiens s'habituent à leurs nouveaux compagnons,
On leur a montré ce qu'était un tunnel, un endroit de passage plutôt sombre où toutes les rencontres sont possibles. En clair, un lieu sans feu ni loi, foi d'officier. Ah ouais, pour y participer, on y participe. Après, on passe la nuit. Pas de problème. Tandis qu'ils veillent, la ville est en flammes, mais à la plus grande joie des habitants, car des chaudronniers fantômes attirés par le tunnel ont offert à Calais la naissance d'une statue sous leurs yeux, dans un déluge d'étincelles qui transforme l'instant d'effusion en une figure de fonte, désormais solide comme un souvenir d'enfance. Pendant une semaine encore, faite de fièvre et de ferveur, Calais tout entière a décidé de se hisser sur un piédestal. Voilà, et ce sera sous le soleil. Il fera beau demain un peu partout en France, mais attention, ensuite ça va se gâter à partir de mardi. La météo d'Isabelle Martinet, c'est dans un instant. Puis ce soir, un film policier américain de Renny Harlin, 58 minutes pour vivre. Michel Sardou chez Nagui fera son taratata aux environs de 23 h. Et Catherine Sellac présentera le dernier journal vers minuit et demi. Demain matin, dès 6h30, Télématin. À 13 h, Daniel Bilalian. Et à 20 h, Paul Amar. Je vous souhaite une excellente soirée.